Ce soir, à notre spécial Caméra 88, l'hypnose. Savez-vous vraiment ce que c'est que l'hypnose et à quoi ça sert? Si vous pensez que ce n'est qu'une science occulte ou un vague moyen d'arrêter de fumer, vous êtes complètement dans l'erreur. Ce soir, vous allez apprendre que l'hypnose est de plus en plus utilisée pour soigner ou pour lutter contre l'angoisse, les allergies, l'insomnie, le stress et même le crime. L'hypnose est tranquillement en train de se faire une place parmi les médecines de l'avenir. Qui sait, un jour vous en aurez peut-être besoin. Est-ce que tu résistes à la douleur? Je peux pas résister, j'en sens pas. Il m'a parlé, il m'a dit de le regarder dans les yeux, puis je l'ai regardé dans les yeux, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis à un moment donné, ça a fait comme un genre de courant électrique. Je vais compter jusqu'à 3. À chaque chiffre, tu vas sentir une grande force qui te tire vers l'avant. Ça va être irrésistible. Maintenant, ça va tirer 10 fois plus encore. 3. Gélosan n'est pas un psychologue ordinaire. Il traite ses patients par hypnose. Pour la plupart des gens, l'hypnose est encore un phénomène mystérieux, inquiétant même, mais pour Gélosan et les centaines de clients qu'il a traités depuis 20 ans, l'hypnose est une thérapie exceptionnelle. Clément Leclerc, lui, est dentiste. Il est l'un des rares membres de sa profession à pratiquer l'anesthésie par hypnose. Le contrôle de la douleur est en effet l'un des champs d'application les plus fascinants de l'hypnose. Il en a donné une démonstration éclatante en se faisant inciser la gencive et creuser l'os pour recevoir un implant dentaire. Un véritable supplice sans anesthésie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le contrôle de la douleur, parce que c'est le principal problème auquel on a à faire face, nous autres, dentistes, d'être capable de contrôler la douleur. Si on retourne en arrière, au début, les dentistes n'avaient pas d'anesthésiques locaux. Alors, ils utilisaient beaucoup, justement, l'hypnose pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur lorsqu'ils intervenaient. Mais avec la découverte des anesthésiques chimiques, l'hypnose a été peu à peu délaissée. Elle suscite cependant aujourd'hui un nouvel intérêt, surtout chez les psychologues, qui l'utilisent pour traiter plusieurs maladies psychosomatiques. Gélosan est l'un d'entre eux. Il affirme la nécessité d'une vision globale de l'être humain face à la maladie. Jusqu'à date, il y avait les psychologues sur un bord, la médecine sur l'autre, un qui traitait avec des pilules, l'autre pas de pilules. Il y avait des psychiatres entre les deux, qui eux autres étaient à la fois médecins, mais il y avait des connaissances en psychologie aussi. Les trois se parlaient plus ou moins, avaient plus ou moins confiance un à l'autre. Mais là, ça commence à s'intégrer, ça. Là, on se rend compte que dans un même individu, on ne peut pas séparer l'esprit du corps. Un soir d'octobre 87, Guy Miron se met à ressentir de violentes douleurs à la tête. Il croit sa dernière heure arriver. Je me rappelle, j'avais été dans la chambre à ma petite fille, puis je l'avais embrassée quasiment 25 fois. Je pensais que c'était la dernière fois que je la verrais. Guy passe tous les tests, tous les examens, mais les médecins sont formels. Il n'a rien à la tête. Un psychiatre lui prescrit alors des calmants, mais Guy reste persuadé qu'il va mourir d'un anévrisme au cerveau, comme son père. Il était très proche de lui et n'a jamais accepté sa mort. J'ai peur de mourir. Je suis pas convaincu que j'ai rien en tête. Même si j'ai passé un paquet d'examens, j'ai vu un paquet de neurologues, j'ai peur de mourir. Guy ne travaille plus. Il passe ses journées à la maison, obsédé par son mal. Sa vie familiale et sociale est complètement perturbée. Nous lui avons proposé de rencontrer un psychologue pratiquant l'hypnose. Au compte de 3, tes yeux vont vouloir se fermer. 1, 2, 3. C'est ça. Nous avons suivi Guy pendant les 3 séances de son traitement avec Gélosan. Au bout de 2 semaines, il n'est déjà plus le même homme. En une semaine, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire dans une année, quasiment. J'ai fait 3 ou 4 sorties. J'ai passé une fin de semaine avec ma femme à Bromont. Sorti avec les enfants au Parc Safari. J'ai peinturé chez nous. Depuis la 2e séance, je prends plus aucune pilule, aucun médicament, rien. Tout coupé. Tout coupé, tout arrêté. Qu'est-ce qui s'est donc passé en 2 semaines dans la tête de Guy? Qu'est-ce que l'hypnose a fait de plus que la médecine ou la psychiatrie?
Pour Gilles-Leçon, la clé, c'est le subconscient. Le corps humain, c'est le laboratoire le plus parfait au monde, puis le subconscient, c'est le chimiste le plus puissant au monde. Alors, mets le chimiste le plus puissant dans le laboratoire, le plus sophistiqué, puis il va produire n'importe quoi. Alors, le subconscient, dans chaque individu, sait très bien d'où provient son mal. Mais il sait aussi comment il pourrait le guérir. Première séance avec Guy, l'hypnologue s'adresse à son subconscient. Il lui propose de faire de lui un homme neuf par la force de sa pensée. Ton énergie, ta propre énergie, va nettoyer tout ton être. Chaque cellule de ton être, même la plus petite, même la plus lointaine, va être complètement balayée, complètement nettoyée, purifiée, débarrassée de tout mal. Le négatif qu'il y avait en dedans de toi va sortir. Il va sortir par les pores de ta peau, il va sortir dans ton souffle, il va sortir au bout de tes doigts. Et tu vas te sentir merveilleusement bien. La séance dure plus d'une demi-heure pendant laquelle Gilles-Leçon multiplie les images fortes et les suggestions de bien-être, de confiance et de maîtrise de soi. Même quand tu vas dormir, tout ce qui a été programmé en toi va travailler pour toi de façon puissante et efficace. Au prochain compte, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas sourire tellement que t'es bien. 0. Comment ça va, Guy? À son réveil, Guy se sent troublé. Il a perdu la notion du temps et n'arrive pas à se rappeler ce qu'il a vécu sous hypnose. Je me rappelle pas. C'est ça que je me mêlais un peu. Bien des trucs, je pense. Je sais pas combien de temps ça a duré. Le psychologue réhypnotise alors Guy et lui fait la suggestion de se rappeler de tout. 0. Comment ça va? Tu t'en rappelles, là? Guy se souvient maintenant de la séance et nous décrit son expérience. On entend, on est présent, mais on dirait qu'on n'est plus... notre corps, on le maintient plus. On dirait qu'on le maintient plus. On est comme dans un sommeil, mais à réveiller. Dans cet état particulier de conscience, les suggestions acquièrent un pouvoir formidable. C'est un peu comme un motivateur. Hein? C'est quelqu'un qui t'amène à faire des choses que tu n'as jamais faites, hein? Parce que tu y fais confiance. 2 mois plus tard, nous avons retrouvé Guy, confiant et combatif. Il reprend même ses études. Depuis là, que j'ai vu Gilles, là, ben, ça, là, c'est différent aujourd'hui. C'est ça, là, je me dis qu'il n'y a rien qui va m'arriver, puis que je tomberai pas, c'est ça, puis que j'en meurerai pas. Une question de confiance, pensez-vous? Mais iriez-vous avec votre seule confiance et sans anesthésie vous faire arracher ou réparer des dents? C'est justement ce que va faire Michel, 13 ans, venu pour des obturations. S'alourdir ton bras, pesant, pesant, pesant. À mesure qu'il est pesant, tes yeux se ferment. Quand ton bras va te baisser, tes yeux vont te fermer. Dors, Michel. C'est beau. Tu fais très bien ça. En moins de 10 secondes, le dentiste a hypnotisé Michel. Avant de commencer les obturations qui sont très profondes, il lui donne un moyen de communiquer avec lui. Tu veux rentrer en communication avec moi? Tu veux me dire quelque chose? Ce doigt-là sera le doigt pour m'avertir. Mon assistante va être à côté de moi. Elle va me le dire tout de suite, puis là, tu pourras me dire qu'est-ce qui se passe. Ça va, Michel? OK. La plupart du temps, Michel s'évanouissait pendant les injections. Mais aujourd'hui, grâce à l'hypnose, tout se passe bien. Il semble endormi, mais sa conscience veille. Il veut qu'on enlève l'eau de sa bouche. L'intervention terminée, Michel a du mal à croire qu'il n'a rien senti. Ben, au début, je croyais pas ça, mais là, je commence à le croire plus. Selon le dentiste Leclerc, un sujet sous hypnose peut adopter différentes attitudes face à la douleur. Il y en a des individus qui ressentent la douleur et qui n'accordent pas d'importance. Il y a d'autres individus qui ne ressentent pas la douleur parce qu'ils ne la ressentent pas et qui ont été capables de faire abstraction de la douleur. OK? Puis il y a d'autres individus qui en perdent la mémoire de cette douleur-là. En moi, ça me dérange pas. OK? Que ce soit n'importe quel. C'est le résultat pour moi qui est important.
Clément Leclerc connaît plusieurs techniques pour hypnotiser ses patients. Ici, avec Gaby Bertrand, il utilise un pendule. Tellement lourd et pesant que tes doigts ne peuvent plus le retenir. C'est très bien, Gaby. Le dentiste suggère maintenant à Gaby une image mentale qui aura la force et la valeur d'une anesthésie locale. Très, très calme. Toute cette partie-là, dure comme du bois. Tu ne ressentiras pas aucune douleur, simplement que des pressions. Remarquez bien cette suggestion. C'est ce qui va permettre au subconscient de Gaby de transformer le signal de douleur en un simple signal de pression. Mais comment savoir si Gaby ne simule pas l'hypnose? Aucun signe physiologique, aucune onde cérébrale ne distingue l'hypnose de la relaxation. Gaby ne fait-il que résister à la douleur? Non, parce que je ne sens pas de douleur. Si je sentirais de la douleur, je crierais ou je pourrais pas... je me sentirais pas capable de supporter une petite perceuse. Mais d'où vient donc cette force? L'hypnotiseur a-t-il un don? Qui domine, qui contrôle la situation en hypnose? Moi, je n'ai aucun contrôle sur mes patients. Au contraire, ce sont mes patients qui ont le contrôle absolu, qui dominent complètement la situation. Tout ce que je fais, c'est faire en sorte d'être la clé qui ouvre la porte de leur subconscient, à être l'entraîneur de jogging à un jogging mental. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête d'une personne hypnotisée qui contrôle la douleur? C'est ce que nous allons voir avec M. Gérard Pellerin, qui vient aujourd'hui se faire extraire une molaire. Pour le mettre en état d'hypnose, le dentiste va l'envoyer se promener en forêt dans son imagination. Il se promène bien pendant ce temps-là. En moins de 20 secondes, M. Pellerin est en état d'hypnose. Avant de procéder, le dentiste vérifie la profondeur de l'anesthésie. L'anesthésie est très bonne. C'est beau, Gérard. Continue ta promenade. Branché sur un électroencéphalogramme, le cerveau de M. Pellerin montrerait ici des signes de douleur. Mais grâce à l'hypnose, le signal de douleur est comme bloqué. Il demeure dans l'inconscient. Autrement dit, M. Pellerin ne sait pas qu'il a mal. Il est très calme, malgré la molaire qui résiste. Soudain, la dent casse dans la gencive. Le dentiste doit alors extraire les racines avec son instrument. Une chirurgie majeure. M. Pellerin affirme être resté conscient de tout, mais n'avoir ressenti aucune douleur. Je faisais juste entendre un bruit. Où est-ce que vous êtes allé dans votre tête? Ah ben là, j'étais en bicycle. Vous êtes en bicycle. Mais ça s'est fait très vite. Vous n'avez pas besoin de plus de temps que ça pour vous concentrer? Non. C'est une force que vous aviez, que vous ne saviez pas avant. Ah ben, j'en doute encore un peu, là, mais... Pendant tout ce temps, en imagination, M. Pellerin a réellement fait une promenade dans les bois avec sa moto. Quand il a fait partir cette urbaine, ben là, j'imaginais que c'était le moteur de mon bicycle. Puis, Mais comment un sujet entre-t-il en transe hypnotique? Et d'abord, qu'est-ce qu'une transe? Il y a plusieurs façons de se mettre en transe. Il y a des gens qui vont fixer des objets, on va dire qu'ils sont dans la lune. Il y a d'autres personnes qui vont regarder la télévision et ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes qui vont écouter Vivaldi puis ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes aussi qui utilisent leur imagination puis ils vont être en transe. Il y a d'autres personnes qui utilisent un hypnotiseur pour les aider à être en transe. Alors, il y a beaucoup de façons d'être en transe et c'est un état naturel. L'hypnose donne en général de bons résultats avec les maladies qui ont une composante psychologique, comme l'asthme. François Couture est asthmatique. Nous le voyons ici en train de provoquer une crise d'asthme juste avant une séance d'hypnose. 1, 2, 3. Relax. Assis-toi sur le fauteuil. C'est ça. Maintenant, juste le fait de t'asseoir. Déjà, les tuyaux, tous les conduits par où passe l'air se dilatent. Pendant 5 minutes environ, l'hypnologue donne à François des suggestions lui permettant d'imaginer ses bronches se dilater et l'air circuler librement dans ses poumons. Au prochain compte, tes yeux vont s'ouvrir, puis tu vas tousser. Ça va faire sortir tout ce qui pouvait rester de négatif dans ta gorge et tu vas respirer 1000 fois mieux encore. 0.
Comment ça va, le grand? Ça va. À son réveil, François est surpris de voir que la crise est passée. Puis quand je viens de me réveiller là, on dirait que là ça a parti complètement. Ici, là, encore un petit peu, puis là, j'ai mal au poumon, parce que j'ai forcé, mais je me sens pas en faire de l'asthme. T'as mal au poumon? Parce qu'à force de tirer... Ah oui? Arrête un peu. Le temps de le dire, Gélosan réhypnotise alors François. Je mets ma main sur tes poumons. Il lui fait la suggestion qu'il a des poumons neufs et qu'il ne ressent aucun mal. Au prochain compte, tes yeux vont s'ouvrir et tu ne ressentiras plus aucune douleur, aucun mal. 0. Va te toucher. C'est un peu mauvais, c'est vrai. Ça va? Oui, ça va. OK. Surpris, ça va. Gélosan nous explique comment l'hypnose peut agir sur l'asthme. C'est le stress, c'est l'anxiété, l'angoisse, la peur de manquer d'air, de ne plus être capable de respirer. C'est ça qui fait qu'une personne fait finalement une crise d'asthme, c'est que ce stress-là devient un paroxysme que la personne ne peut pas contrôler. Pour aider François à contrôler ses crises dès leur apparition, le psychologue lui suggère sous hypnose qu'il aura un moyen de se calmer instantanément sans recourir à sa pompe. Frotter son pouce et son index. Oui, c'est ça. Tout disparaît. Un mois plus tard, François contrôle de mieux en mieux ses crises. Maintenant, je pense prendre ma pompe, mais en même temps, ça me fait penser à frotter mes doigts. Avant, c'était juste la pompe, maintenant, c'est mes doigts aussi. Mais c'est surtout le fait, les doigts, c'est pas de me frotter les doigts qui va me faire passer la crise. C'est plutôt, quand je frotte un doigt, je sais qu'il faut que je pense à me sentir, puis à me remettre un peu, je dirais pas sous hypnose, mais à ressentir un peu comment j'étais. Regarde mes mains, comment elles sont rendues belles. Plusieurs maladies de peau sont des maladies psychosomatiques que l'hypnose peut soulager. Lise Surprenant fait de l'eczéma. Les remèdes habituels n'en sont jamais venus à bout. J'avais les mains tellement maganées que j'étais rendue, je savais plus comment tenir mon crayon. J'étais fendue ici, le petit doigt, c'était effrayant, c'était creux. Nous avons connu Lise 5 jours seulement après la première séance et déjà l'amélioration se voyait. Sur ses mains et sur ses jambes, la peau se renouvelait. Il nous vide de toutes nos mauvaises choses dans notre subconscient. Et puis c'est ça qui fait qu'en ayant de la volonté, en ayant la confiance en lui, c'est ça qui fait que la guérison se fait si vite, j'ai l'impression. L'hypnologue suggère à Lise que son corps sécrète une substance spéciale. Une substance qui régénère les cellules et les tissus de ta peau en une peau neuve. Une belle peau neuve, solide, intouchable, invulnérable. 6 semaines plus tard, Lise n'attend plus que le soleil égalise la couleur de sa peau. Il n'y a plus rien. Mes mains, il reste encore quelques petites places, là, mais pratiquement plus rien. Ça va disparaître dans pas grand temps, je suis certaine. Malheureusement, tout le monde ne peut pas guérir par hypnose. Environ 20% des gens ne sont pas du tout hypnotisables, alors qu'un autre 20% sont de très bons sujets. On peut d'ailleurs mesurer l'hypnotisabilité par des tests comprenant des exercices plus ou moins difficiles. Nous en voyons ici une démonstration avec Jean-Roch Laurence, psychologue et chercheur en hypnose à l'Université Concordia. Et un phénomène intéressant va se passer. Ça va être un peu comme vos mains étaient des aimants qui s'attirent. Et plus vous allez imaginer vos mains comme des aimants qui s'attirent, plus vous allez ramener vos mains ensemble, jusqu'au moment où elles vont se toucher. Selon Jean-Roch Laurence, on pourrait définir l'hypnose comme ceci: la capacité d'une personne de mettre de côté temporairement son sens critique. Alors, c'est évident que j'ai les yeux fermés et je me dis, ah, il y a un aimant et ça s'attire. Il y a des bonnes chances, avec assez d'habileté, que je vais être capable de bouger mes mains l'une vers l'autre. Mais si à un moment, je me dis, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. Il n'y en a pas d'aimant entre mes deux mains, le mouvement va arrêter.
Les étudiants passent ensuite le test des mains collées qui ne se séparent plus. Certains répondent, d'autres pas. Même si vous forcez pour essayer de les ouvrir, elles sont complètement barrées, complètement entrecroisées. Vos mains sont soudées l'une à l'autre. Vous êtes incapable de les ouvrir. L'imagination joue un rôle déterminant en hypnose. Ainsi, un bon sujet va adopter la suggestion de base et l'alimenter avec sa propre imagerie. C'était pas juste mes mains qui étaient changées. C'était mon corps était changé. J'avais les mains très, très petites. J'avais l'impression que c'était comme s'il y avait des bandages autour de mes mains. Puis j'avais beau essayer de les défaire, c'était comme s'il y avait une force extérieure. Dans l'exercice suivant, les sujets doivent halluciner la présence d'un moustique dans la pièce. Et le maringouin descend maintenant sur votre main. S'arrête sur votre main et vous n'aimez pas les maringouins. Pour les bons sujets, le maringouin existe réellement. Ceux qui vivent de telles expériences sous hypnose sont-ils des gens influençables, faciles à manipuler? Pour Jean-Roch Laurence, cela n'a rien à voir. Ce qui est important, ce sont les habiletés de la personne. Habilité à imaginer, habilité à devenir absorbé, habilité à vivre une expérience intérieure intense qui prend valeur de réalité. Et c'est ce qui se passe en hypnose. Il n'y a donc pas de guerre de cerveau entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Ce dernier consent à se fermer les yeux, à collaborer à l'expérience, souvent celle de sa propre guérison. C'est le cas de Francine Tardy, qui souffre de graves allergies. Sous hypnose, le psychologue lui fait la suggestion de se voir dans un miroir, les yeux clairs, respirant facilement. Effectivement, quand je me suis réveillée la première fois, j'avais les yeux tout à fait normaux, j'avais plus d'éternuement, j'y croyais pas. Mais de quelle façon une simple image mentale peut-elle déclencher la guérison? Personne n'a encore de réponse à cette question. Il doit sûrement y avoir un processus physiologique en jeu. Que ce soit un processus physiologique pur ou que ce soit un processus de pensée, un processus cognitif qui influence une réponse physiologique. Ça, on ne le sait absolument pas. En fait, les grands spécialistes de l'hypnose ne sont même pas en mesure de la définir. Il n'y en a pas de réponse à ça. Tout ce que tu peux savoir, c'est que dans un contexte hypnotique où tu définis que tu vas faire de l'hypnose, il y a des gens qui répondent bien, des gens qui répondent mal. L'hypnose permet de fascinants voyages dans le temps. Sylvain est venu consulter le psychologue Gaston Brosseau pour remédier à son bégaiement. Il veut faire du théâtre. J'ai comme camouflé le bec en faisant du mime, parce que dans le mime, on n'a pas à mettre des mots. Au cours de la thérapie, Gaston Brosseau va utiliser l'hypnose pour amener Sylvain à revivre des événements de son passé et ainsi comprendre l'origine de son bégaiement. Le voici ramené à l'âge de 3 ans. J'ai le goût que mon père me parle comme un homme. Fait que je lui demande, tu me ferais pas un petit café, s'il vous plaît? Vous remarquerez que Sylvain ne bégayait pas encore à l'âge de 3 ans. Je me sens très sûr de moi. Puis on dirait que c'est l'âge que je prends des décisions. Vers l'âge de 7 ans, Sylvain réalise que son extrême sensibilité énerve son père. Il se sent coupable de quelque chose. Ça le choque. Mais pourtant, il s'en va à la pêche, il s'en va à la chasse, puis il me laisse avec elle, avec ma mère. Sylvain a fait surgir des images troublantes de son passé et avec l'aide du thérapeute, il devrait réussir à les utiliser de façon bénéfique. Et ce soir, nous avons, en l'espace de peut-être 3 quarts d'heure, cherché un matériel très, très précieux sur le passé et que nous allons réévaluer dans le conscient. Et
essayer de mettre les pièces de casse-tête ensemble. Sylvain se sent prêt à entreprendre cette démarche. Déjà, il sent en lui un changement. Je sens qu'il faut que ça vienne. Je sens que j'ai plus de temps à perdre avec ça. Les gens que vous voyez ici ont une chose en commun. Ils allument à l'instant leur dernière cigarette en espérant que dans 1 heure, l'envie de fumer leur sera passée à tout jamais grâce à l'hypnose. Comme on peut se l'imaginer, la volonté, la motivation varient d'une personne à l'autre. Dans les séances de groupe, Gilles Hossan amène l'état d'hypnose par une relaxation. Et votre corps s'alourdit de plus en plus d'une lourdeur irrésistible. Lorsque la détente est profonde, la réceptivité est à son maximum. On pourrait presque dire que l'hypnose commence là où la relaxation finit. L'idée de la cigarette sort de vous. Et si jamais cette idée-là repassait dans votre tête, vous allez sourire. Sourire à la pensée de toute la force qu'il y a en vous maintenant pour dire non. À part une personne qui s'est allumé une cigarette à la fin de la séance, tous les participants se sont dit bien décidés à ne plus fumer. C'est fini. C'est fini de fumer. Non, moi, si je voulais fumer une cigarette, c'est parce qu'on va me forcer à fumer une cigarette. Faut que tu aies la volonté d'arrêter. Je voulais arrêter, mais il nous manque quelque chose quand tu veux arrêter. Hein? Puis je pense que c'est ça qu'on est venu chercher. C'est ce qui nous manquait, le coup de pouce extérieur. 2 mois plus tard, nous avons rejoint les participants au téléphone. 9 sur 14 n'avaient toujours pas refumé, ce qui montre bien que tout le monde ne répond pas également à l'hypnose. Perdre du poids, c'est aussi possible grâce à l'hypnose si vous êtes un bon sujet. C'est le cas de M. Larue. Je ne fais pas aucun effort. C'est fait par mon subconscient. Je ne m'en rends pas compte. Sur les autres régimes, des fois, ça tirait dans l'estomac, ça faisait mal. Mais là, du tout, je vous dis, je ne me comprends pas. Nous avons rencontré M. Larue au début de son traitement par hypnose avec Gaston Brosseau, chef du service de psychologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. M. Brosseau, comme toujours, teste d'abord le degré de réponse hypnotique de son client. Essayez de vérifier à quel point vous ne pouvez plus plier votre coude. Vérifiez, c'est ça. Il m'a fait barrer le bras tantôt. Je ne sais pas pourquoi il a resté barré comme ça le bras. J'essayais de le ramener, que j'en tremblais. M. Larue apparaît comme un excellent sujet hypnotique et le psychologue commence à l'hypnotiser. Vos paupières deviennent lourdes et elles se fermeront très bientôt. Imaginez-vous maintenant sur une balance et visualisez le poids que vous aimeriez atteindre. Dans cette première séance, c'est l'hypnologue qui propose des suggestions à son client. Mais l'étape suivante donnera à M. Larue la possibilité de se prendre en charge lui-même par l'auto-hypnose. C'est un individu, je pense, qui va répondre rapidement à une forme d'autosuggestion. Et cet individu-là sera autonome de moi parce qu'il aura développé ses propres suggestions. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais lui demander d'écrire ses suggestions. La même semaine, M. Larue commence son apprentissage de l'auto-hypnose grâce à une cassette prêtée par l'hypnologue. La jambe gauche soulevée à cause de sa phlébite, il pratique sa technique 1 fois par jour. Il fixe d'abord un point, l'œil de son canard en bois, et se concentre sur sa respiration. Lorsque son corps est parfaitement détendu, il passe à l'étape des suggestions pour maigrir. Très, très bientôt, vous n'aurez plus envie de manger entre les repas. Vous ne voudrez plus. Cela arrivera dans la mesure où vous y croyez. M. Larue a dû y croire très fort, puisqu'en 2 mois, il a perdu 10 kilos. Mme Larue n'arrive pas encore à le croire. Je trouve pas qu'il se prive tellement. Je trouve qu'il mange autant, peut-être plus lentement. Il mange beaucoup plus lentement, mais il se prive pas beaucoup. Puis bien des soirs, là, ça me choque de le voir manger quasiment comme avant, puis que le lendemain, il se pèse puis il a maigri. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Mme Larue a elle aussi essayé de s'auto-hypnotiser pour maigrir, mais elle a eu peur de partir en hypnose. J'ai peur de partir en hypnose puis pas être capable de revenir.
parce que je suis pas encore tellement convaincue comme j'expliquais, là. Mais j'ai essayé l'autre jour et puis j'avais tellement peur de partir que je faisais juste bouger. Je regardais le poing, mais je bougeais les jambes, je bougeais les bras, je me tournais pour pas partir en hypnose. Et pourtant, plusieurs personnes s'hypnotisent elles-mêmes sans crainte. C'est le cas de Lynn Roy, une patiente du dentiste Leclerc. Je vais dans ma chambre à coucher, je m'étends sur mon lit, je fixe la lumière au plafond. Puis c'est automatique. Je sais pas, j'ai pas de secret, là. Si je fixe, puis ça, je pars. Le dentiste François Leclerc a lui aussi sa propre technique d'auto-hypnose qu'il appelle l'observateur silencieux. J'essaie de me sortir de la chaise, puis j'essaie de me voir n'importe où dans la pièce. Je me vois sur la chaise, autrement dit, je suis plus là, c'est mon subconscient qui me voit sur la chaise en train de me faire travailler dans la bouche. Puis à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et même sans hypnotiseur, un sujet finit toujours par se réveiller de lui-même. Le véritable danger viendrait plutôt d'une mauvaise utilisation de l'hypnose. Les expériences sur la mémoire que vous allez voir maintenant font réfléchir. Jean-Roch Laurence nous démontre ici qu'on peut modifier la mémoire d'une personne. Voyez comment il va faire oublier un chiffre à Daniel. Il lui demande d'abord de faire disparaître visuellement le chiffre 5 et de combler le vide. Le chiffre 5 disparaît, tu ne peux plus voir le chiffre 5, comprendre le chiffre 5, parler le chiffre 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Compte donc sur tes doigts, toi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bon. Désormais, pour Daniel, 4 et 5 font 4, et comme elle ne peut plus concevoir le chiffre 5, 3 et 2 peuvent faire 6. Rassurez-vous, l'effet d'une telle suggestion n'est pas permanent, et le chiffre 5 est revenu de lui-même au bout de quelques minutes. Ça c'était bizarre. C'était vraiment, là, je le voyais plus. Je le voyais plus du tout. Dans cette expérience, l'hypnotiseur va donner une information à Julie et lui commander d'oublier où elle l'a apprise. Est-ce que tu sais combien d'habitants il y a à Saint-Georges-de-Beauce? Pas plus que 5 000. Pas plus que? Environ 5 000. Environ 5 000? Non, en fait, il y en a plus que ça. Il y a exactement 24 521. À son réveil, Julie se rappelle précisément du nombre d'habitants. 24 521. 24 521. Mais elle ne peut pas dire d'où elle tient un nombre si précis. Quand il m'a demandé la population de Saint-Georges-de-Beauce, il y a 24 qui m'ont sorti de la bouche, puis après, 500 021. Je savais que j'avais entendu le 521, mais je savais pas où. 24 521. La prochaine expérience va encore plus loin. L'hypnotiseur va suggérer un faux souvenir à Daniel et celle-ci va l'adopter comme étant le sien propre. L'expérimentateur lui demande d'abord de choisir une nuit récente où elle est certaine de ne pas s'être réveillée. OK, donc une nuit où tu es certaine que lorsque tu t'es endormi, tu as dormi toute la nuit jusqu'au lendemain matin. OK. OK? Ça serait quoi comme nuit? Mercredi. Ensuite, sous hypnose, il lui fait revivre cette nuit-là. Il l'arrête vers 2 heures du matin pour lui suggérer par une question qu'elle a entendu un bruit. Et me dire si tu entends du bruit. S'il n'y a pas un bruit qui t'a réveillé. Ou un petit peu réveillé. Oui. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Marie-Hélène. Marie-Hélène? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour aller à la toilette. Sans doute croyez-vous que Daniel vient seulement de se rappeler cet événement. Mais comment expliquer alors que la même expérience, répétée des dizaines de fois avec différents sujets, donne toujours le même résultat? Tu penses pas que c'est moi qui t'ai suggéré? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment ce qui est arrivé. Si en clinique, un faux souvenir était suggéré à un sujet déjà fragile, ce souvenir demeurerait donc dans son esprit au moins comme un doute angoissant. Les abus sont donc possibles. N'importe qui peut apprendre l'hypnose et s'annoncer hypnothérapeute dans les pages jaunes. La profession n'est pas réglementée, d'où l'importance de faire appel à des professionnels de la santé.
Je pense très important lorsqu'on fait appel à l'hypnose de savoir que l'hypnotiseur possède bien la connaissance et de l'hypnose, mais aussi de l'esprit humain, de la psyché, de la psychologie. La plupart des corps policiers du monde utilisent l'hypnose dans leur enquête dans le but de faire ressortir des détails oubliés. Mais à la Sûreté du Québec, on garde le dossier secret. On sait que l'hypnose a été utilisée dans plus d'une centaine de cas. Est-ce que ces cas-là ont été présentés en cours? Est-ce que des témoins ou des victimes qui ont été hypnotisés ont témoigné en cours? Quelle a été l'influence de l'hypnose dans le résultat des procès s'ils ont lieu? Malheureusement, aucune de ces questions-là n'ont été répondues par la Sûreté du Québec. Or, un témoignage pourrait être, volontairement ou non, modifié par l'hypnose. Jean-Roch Laurence le démontre ici avec Marie-Claude, qui va agir comme témoin d'un vol de banque sur bande vidéo. Okay, this is a stick-up. Everybody do as you're told and you won't get hurt. You move! Get down on the ground. Get your hands up. You, get back. Okay, fill up this bag full of money. Come on, move! Marie-Claude a retenu un certain nombre de détails, mais elle hésite sur d'autres. Est-ce qu'il avait des cicatrices au visage? Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Non, je pourrais pas dire. Jean-Roch Laurence hypnotise ensuite Marie-Claude pour voir si son subconscient a retenu d'autres détails. Il est habillé en noir. On voit des boutons sur sa chemise. Une chemise à manches courtes. Les boutons sont blancs. Vous avez vu que la mémoire de Marie-Claude a déjà modifié des détails, même sans suggestion extérieure. L'hypnotiseur va maintenant insister sur la question des cicatrices, sachant bien que le voleur n'en a pas, et vous allez voir comment l'hésitation de Marie-Claude va se changer en certitude. Tu ne vois pas des cicatrices précises et où elles seraient placées. Une fossette? Est-ce que c'est une cicatrice ou juste une fossette? C'est pas long, c'est à peu près 3/4 de pouce. OK. C'est peut-être une cicatrice. Oui, ça a l'air d'une cicatrice. Donc, en général, dans un témoignage hypnotique, ce que vous allez avoir, c'est un mélange de faits qui sont véridiques, mais qui sont inondés de faits qui sont faux, qui sont fabriqués. Et il n'y a absolument aucun moyen de savoir, finalement, ce qui est vrai. En laboratoire, on peut confronter le témoignage hypnotique avec la bande vidéo, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Or, les recherches menées par Jean-Roch Laurence et son équipe démontrent qu'après hypnose, le souvenir hypnotique est toujours le plus fort, même s'il est erroné. J'ai deux mémoires, là. J'ai ma mémoire hypnotique, puis là, ben, je viens de revoir le suspect. Puis ça marche pas. Puis moi, la mémoire sur laquelle j'insiste, c'est celle que j'ai eue en hypnose. Nous avons vu que l'hypnose agissait sur des maladies ayant une composante psychologique. Mais il semblerait qu'elle influence aussi des maladies connues comme purement physiques. M. Robert Demers faisait de l'arthrite. Après 3 séances d'hypnose, non seulement ses douleurs ont disparu, mais ses jointures ont désenflé et il ne prend plus aucun médicament. Ça fait à peu près 1 an que j'ai été le voir et j'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là, sur l'arthrite. D'après moi, je suis guéri pour longtemps. À cause de l'emphysème, M. Gaston Hubert perdait le souffle au moindre effort. Ça me prenait le soir pour monter 20 minutes. Il y a 8 ans, il a été traité par hypnose et depuis, malgré la capacité réduite de ses poumons, il respire à peu près normalement. Puis là, j'étais assis, puis je me posais la question, j'ai pas de misère à souffler. Comment ça se fait que j'ai-tu de la misère à souffler? Parce que tu peux pas le croire quand tu es arrangé comme j'étais arrangé. La confiance et la relaxation n'expliquent pas tout. On commence à croire que l'hypnose agirait réellement sur certains organes, les glandes par exemple. Comment expliquer autrement la guérison accélérée des brûlures? Un jour, Gisèle Archambault s'ébouillante gravement avec du thé. Un client du restaurant intervient, c'est Gérard Bouger, l'associé du dentiste Leclerc qui pratique aussi l'hypnose. Il m'a parlé, il m'a dit de le regarder dans les yeux, puis je l'ai regardé dans les yeux, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis à un moment donné, ça a fait comme un genre de courant électrique, puis c'est venu froid,
J'ai continué à travailler jusqu'à 2 heures. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont demandé comment ça fait que j'avais attendu si longtemps que ça. Et ça me faisait plus mal, je voulais même pas y aller à la clinique. Le médecin lui apprend qu'elle est brûlée au 2e degré et lui donne 3 semaines de congé. Au bout de 5 jours, elle va faire changer ses pansements et constate que sa peau est déjà guérie. Le médecin dit, mon dos, vous êtes facile à récupérer. Comment ça se fait que c'est venu vite de même? Pour un dentiste qui a marché sur la braise, cela n'a rien de magique. Il y a une neurohormone qui est sécrétée au niveau du cerveau qui s'appelle la bradykinin. Et c'est elle qui va faire la réaction inflammatoire au niveau de l'endroit où il y a eu brûlure. Or, une suggestion hypnotique donnée dans les 2 heures suivant un accident peut empêcher cette inflammation douloureuse en bloquant l'arrivée au cerveau du message de brûlure. La guérison se fait alors en 3 fois moins de temps. Aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, un chirurgien utilise l'hypnose avec les grands brûlés. Le docteur Damney Ewin nous fait part de ses travaux. Le bras de cet homme a été brûlé à 3000 degrés Celsius dans un accident de travail. Je l'ai hypnotisé environ 1 heure après l'accident et j'ai couvert sa plaie. Il est retourné travailler et je l'ai vu le lendemain à son usine. Voici son bras 21 heures après la brûlure. Sa peau est carbonisée, mais il n'y a pas d'inflammation ni d'infection. 8 jours plus tard, il est presque guéri. Et le 12e jour, il ne reste plus rien. Voici le visage d'un homme brûlé au 2e degré, 24 heures après la brûlure. Voyez comment son visage est enflé. Voici celui d'un patient du docteur Ewin, 31 heures après une brûlure identique. Sa peau est blessée, mais pas enflée. Je l'ai hypnotisé 1 demi-heure après la brûlure et je lui ai donné des suggestions de fraîcheur et de confort. Au bout de 14 jours, il était complètement guéri et il a pu retourner travailler. Sans hypnose, l'autre homme s'est remis en 6 semaines plutôt que 2. Malgré ces résultats saisissants, plusieurs collègues du docteur Ewin demeurent sceptiques. Ceux qui connaissent l'hypnose ne sont pas surpris. Mais les autres ont plutôt tendance à croire que mes patients n'étaient pas brûlés tant que ça. Voici le cas extraordinaire d'un jeune Anglais atteint d'une maladie congénitale, l'absence de glande sébacée. Sa peau a l'aspect d'une terre desséchée. Les greffes de peau tentées sur lui ne tiennent pas. Le docteur Mason, un anesthésiste anglais, suggère un traitement par hypnose. Je l'ai hypnotisé et je lui ai suggéré que la peau de son bras droit allait tomber. Et seulement pour voir, j'ai traité un bras à la fois. Et je lui ai dit de revenir au bout d'1 semaine. On a peine à croire que ces photos ont été prises à 1 semaine d'intervalle. Une autre séance a eu le même effet permanent sur le reste du corps. L'hypnose a-t-elle réussi à activer de minuscules embryons de glandes passés inaperçus? Et si oui, comment? Par un processus psychologique? À ce jour, personne n'a répondu à la question. Dans sa pratique quotidienne de l'hypnose, le dentiste Leclerc est témoin régulièrement de phénomènes comme le contrôle de la salivation et la coagulation du sang, qui sont pourtant des phénomènes physiologiques. En voici une démonstration avec l'un des réalisateurs de ce reportage qui s'est avéré un excellent sujet hypnotique. Le dentiste pique Isaac dans la main à 2 endroits. Je suis directement ici, à l'endroit du vaisseau sanguin. Le dentiste demande ensuite à Isaac de commander à son cerveau d'arrêter le sang d'un seul côté. Isaac choisit le côté de la veine, à droite de l'écran. Je retire l'aiguille et il n'y a qu'un seul point qui saigne. Normalement, sans hypnose, le sang aurait jailli des 2 côtés et aurait mis environ 3 minutes à coaguler. Dans certains hôpitaux américains, l'utilisation de l'hypnose a permis de réduire de 3 semaines à 3 jours l'hospitalisation des hémophiles qui se sont fait extraire des dents et qui sont de bons sujets hypnotiques. Par ailleurs, une scientifique américaine tente actuellement de découvrir si l'hypnose peut renforcer le système immunitaire des enfants atteints du sida. Et pour Jean-Roch Laurence, cela n'a rien d'utopique. Si l'on croit que le sida est causé par un virus, la recherche clinique en hypnose a démontré que les maladies virales répondent en général raisonnablement bien à une intervention hypnotique.
L'hypnose ne guérit sûrement pas tout, ni tout le monde. Mais la preuve est faite qu'elle permet à de bons sujets hypnotiques de contrôler certaines maladies, de même que la douleur. Et cela ne peut plus être ignoré des professionnels de la santé, ni du grand public. Si vous voulez consulter un hypnologue, assurez-vous d'abord qu'il est très compétent. Pour cela, vous pouvez téléphoner et prendre des renseignements à la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou encore à la Société québécoise d'hypnose.